Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Mercredi 18 janvier, voici les titres. Au Mali, nouveau combat entre le Mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA et l'armée. Après Ménaka, Aguelok et Tessalit, le Nord Mali connaît ses premiers affrontements depuis 2009. Pour en parler par téléphone, Moussa Agassaride, écrivain, fondateur et président des Écoles des Sables. Favoriser la libre circulation des biens et des personnes, voici ce qui ressort du 15e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'est tenu à N'Djamena au Tchad les 15 et 16 janvier dernier. Encourager le développement du Bénin, voici le rêve caché de la diaspora qui vient de signer un partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Nous y revenons dans un instant. Mais avant, ouvrons cette édition avec cette annonce faite ce mercredi par l'armée nigériane. 6 membres dirigeants de la secte islamiste Boko Haram ont été arrêtés à Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria. L'armée qui a aussi désamorcé 5 engins explosifs découverts en différents endroits de Maiduguri. Vous le savez sans doute, Boko Haram est particulièrement actif dans cette ville, mais a multiplié ces derniers mois les attaques dans d'autres régions du pays. Dernière attaque en date, hier, mardi, des hommes armés, membres présumés du groupe islamiste, ont ouvert le feu sur un groupe de policiers. Le bilan de l'attaque reste cependant confus. Et on poursuit avec ces nouvelles attaques du Mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, contre l'armée malienne ce mercredi dans une ville du nord-est du pays. Et ce, au lendemain de combats ailleurs dans la région qui ont fait plusieurs morts. Les premiers affrontements depuis un accord ayant mis fin à la rébellion en 2009. Et justement, pour en parler, avec nous par téléphone, Moussa Agassaride, écrivain, fondateur et président des Écoles des Sables. Bonsoir Monsieur Agassaride. Oui, bonsoir. Alors voilà quelques jours qu'on entend parler des attaques du mouvement de libération nationale de l'Azawad, le MNLA. Alors qui sont-ils et que revendiquent-ils exactement? Le MNLA, donc Mouvement national de libération de l'Azawad, est un mouvement politique qui est composé de plusieurs personnes, notamment de personnes qui ont déserté l'armée malienne, faute de respect des accords, entre autres, que le gouvernement du Mali avait signés, mais aussi de personnes qui sont revenues avant la chute du régime de Kadhafi, qui ont refusé d'aller combattre contre les rebelles libyens, parce qu'ils pensent que chez eux, c'est le Mali, et qui sont revenus retrouver d'autres personnes comme des jeunes qui sont très actifs, effectivement, qui sont intellectuels, qui sont scolarisés, et aussi d'autres personnes qui se réclament aujourd'hui d'Azawadiens, c'est-à-dire ces territoires du nord du Mali, et qui a subi plusieurs rébellions et qui ont décidé, donc toutes ces personnes-là, ont décidé de se donner la main pour d'abord agir pacifiquement, avant, malheureusement, de procéder à des actes armés. Donc le MNLA ne compte pas seulement des Touaregs, comme on l'entend souvent dans les médias. Non, il y a non seulement des Touaregs, mais aussi des Songhoi et des Arabes. Il y a aussi des Peuls, il faut le savoir, c'est toutes les communautés qui composent ce que nous pouvons encore appeler l'Azawad, c'est-à-dire cette partie du territoire du Sahara. Alors vous le disiez, ces attaques, le retour des mercenaires a eu lieu avant la guerre en Libye et pas après, comme on l'entend également dans les médias? Excusez-moi, nous ne pouvons pas appeler, je ne peux pas vous permettre d'appeler les personnes qui sont revenues de la Libye des mercenaires. Ils ne sont pas des mercenaires, ils ont quitté le Mali pour plusieurs raisons, notamment politiques, économiques et autres, pour aller en Libye où ils ont pu trouver du travail, où ils ont pu aussi devenir des Libyens et où ils ont intégré l'armée libyenne. Et lorsqu'on leur a dit de combattre les civils, les rebelles libyens, ils ont refusé et ils sont revenus dans leur terre d'origine. Et c'est de là qu'ils ont rencontré d'autres mécontents de tout ce qui s'est passé depuis 1960
1963, la rébellion de 1963 qui a été décimée dans le sang, et de 1990 aussi, et qui ont composé ensemble le MNLA. Ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des Maliens. Monsieur Agassaride, ce qui veut dire clairement que vous êtes... Le MNLA s'est désolidarisé, et pourtant Kadhafi a fait beaucoup pour la cause touareg et le terrorisme, la lutte contre le terrorisme également. Malheureusement, Kadhafi n'a pas fait grand-chose pour les Touaregs parce que leur situation n'a pas évolué. Il a berné le peuple Touareg en lui promettant monts et merveilles, mais nous n'avons jamais vu ces monts et merveilles. Et maintenant, nous ne comptons que sur nous-mêmes, nous ne comptons que sur le peuple de l'Azawad pour construire notre peuple, pour vivre dignement. Nous ne voulons plus être à l'assaut de quiconque veut nous envoyer où il veut. Donc Kadhafi n'a pas fait grand-chose pour les Touaregs et leur zone d'origine le prouve bien. Alors, Monsieur Agassaride, on l'aura compris, votre combat aujourd'hui, c'est l'indépendance de la région d'Azawad, mais le MNLA a-t-il tenté la voie de la négociation avec le gouvernement plutôt que les armes? Absolument. Ça fait plusieurs mois que les gens, les personnes composant le MNLA étaient à Zakak. Tout le monde sait où ils s'est trouvé. Et même les notables sont venus les voir, plusieurs personnes sont venues les voir, mais jamais le gouvernement du Mali n'avait accepté de négocier avec le MNLA. Il y a même un pays qui a été choisi par le MNLA pour servir de médiateur, et le président Amadou Toumani Touré a nié connaître le MNLA. Donc nous avons usé de tous les moyens pacifiques, malheureusement, avant d'arriver au stade actuel, qui est regrettable bien sûr, mais qui n'est destiné que aux personnes armées. Donc ce sont que les soldats que le MNLA et non combat. Les civils. Et non les civils. Donc aujourd'hui, votre but est clairement de déloger l'armée malienne. De déloger l'armée malienne par la force s'il le faut. Malheureusement, mais si l'armée malienne veut quitter le nord du Mali, il n'aura pas de problème. Aujourd'hui, nous voulons occuper le territoire. Ce n'est plus comme les guérillas d'avant où on n'avait pas les moyens, où on n'avait pas d'intellectuels, où on n'avait pas ce qu'il faut suffisamment. Il y en avait peut-être un peu, mais pas suffisamment. Donc aujourd'hui, la stratégie, c'est vraiment de libérer cette région, l'Azawad, et de l'occuper avec toutes les communautés qui le composent en symbiose, et de travailler ensemble avec notre frère le Mali, les citoyens maliens qui sont des frères à nous, que nous reconnaissons tels. Nous n'avons rien contre personne. Nous voulons tout simplement que le gouvernement du Mali retire son armée et que de la région. Merci beaucoup, Monsieur Moussa Agassaride. On aura bien compris votre message. Je rappelle que vous êtes fondateur et président des Écoles des Sables. Vous êtes également écrivain, auteur d'Il n'y a pas d'embouteillage dans le désert et Enfant des Sables, une école chez les Touaregs aux éditions Presse de la Renaissance. Un mot à présent sur cette affaire au Cameroun. Cela fait maintenant près de 2 ans que l'avocate franco-camerounaise Lydia Ndiaye Eyoum croupit à la prison centrale de Yaoundé. Arrêtée dans le cadre de l'opération Épervier, campagne de lutte contre la corruption, elle est accusée de détournement de deniers publics de la somme de 1,7 milliard de francs CFA. La Cour d'appel de Paris a rendu sa décision hier sur l'affaire et refuse l'ouverture d'une information, décision qui choque l'un des avocats de Lydia Ndiaye Eyoum, maître Caroline Wasserman, qu'on a joint il y a quelques instants par téléphone. On l'écoute. La décision hier qui a été rendue par la Cour d'appel de Paris, qui refuse l'ouverture d'une information, est assez choquante à plusieurs titres. D'abord parce que sur le strict plan juridique du droit français, elle est complètement erronée, elle est sans fondement. On a d'ailleurs immédiatement fait un pourvoi en cassation.
Madame Yeneyoum est française, elle n'est pas que camerounaise, elle est française et elle n'est pas une Française de seconde zone, et d'ailleurs ça n'existe pas une Française de seconde zone. Elle a donc un droit incontestable à la protection de nos juridictions françaises, puisqu'elle est victime d'infractions gravissimes qui sont commises sur sa personne à l'étranger, au Cameroun, et qu'elle était française au moment où ces infractions, qui perdurent encore à ce jour, ont été commises. C'est d'ailleurs de cette manière que le juge d'instruction, Madame Zimmermann, l'avait entendue au mois de septembre dernier quand elle avait commencé à ouvrir une information. Décision dont le parquet avait fait appel. Je vous rappelle que nous sommes en présence d'une séquestration arbitraire, d'une part, puisque le délai de 18 mois légal camerounais a été depuis longtemps dépassé. On est également en présence d'actes de torture et de barbarie. Juste pour votre information, il faut savoir il y a 17 détenus dans la cellule de Madame Yeneyoum qui sont entassés dans une cellule de 12 mètres carrés. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Une victime d'une opération prétendument destinée à lutter contre la corruption, alors même que celui qui l'amène est Paul Biya, et on sait combien Paul Biya est curieux sur le plan de la corruption. Je vous rappelle que c'est quand même un monsieur qui vit les 3/4 du temps à Genève ou à la Baule dans les hôtels de luxe avec l'argent de l'État camerounais. S'il fait une opération épervier pour lutter contre la corruption, il n'y a strictement rien dans le dossier qui accuse Madame Yeneyoum, qui n'a fait que percevoir des honoraires. Je vous rappelle qu'elle était avocate de l'État camerounais, qu'elle a rapporté d'ailleurs des milliards de francs CFA à l'époque où elle était le conseil de l'État camerounais. Donc tout ça est ridicule achevé, mais ça n'est pas que ridicule, c'est dramatique, parce que là aujourd'hui ces jours sont en jeu. Propos recueillis par Patricia Dreline. Dans l'actualité également, en Éthiopie, 5 Européens ont été tués, 2 autres étrangers enlevés dans une attaque contre un groupe de touristes dans le nord-est du pays. Selon le gouvernement, selon les sources, les nationalités des victimes divergent. Le porte-parole éthiopien a affirmé que des groupes terroristes entraînés et armés par le gouvernement érythréen ont passé la frontière pour les attaquer. Une façon, selon le gouvernement d'Addis Abeba, pour les rebelles de marquer le coup avant un sommet de l'Union africaine prévu dans la capitale éthiopienne en fin de semaine prochaine. L'Érythrée, de son côté, a nié toute implication via son représentant auprès de l'Union africaine. Direction à présent le Burkina Faso, où de profonds changements politiques sont attendus. Roch Marc Christian Kaboré, qui dirige le CDP, parti au pouvoir, annonce qu'il n'est plus candidat à sa propre succession. Le CDP, qui n'entend pas pour autant céder sa place, s'est penché sur la stratégie électorale du parti ultra-dominant au Burkina. Adjima David Thiombiano. Confirmer sa suprématie à l'issue des élections municipales et législatives de novembre prochain, c'est l'ambition qu'affiche le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti au pouvoir qui domine la vie politique au Burkina depuis 1991, année de retour à la démocratie. Le parti entend se donner les moyens de gagner les futures batailles électorales. La stratégie du parti était à l'examen au cours d'une session du bureau politique national tenue ce week-end à Ouagadougou. Il était de bon ton que nous puissions anticiper pour prévoir effectivement évidemment une discussion autour de la préparation des élections couplées de 2012. Et donc nous nous sommes attelés, nous avons discuté le premier rapport de la commission chargée des grandes consultations qui nous propose la modalité pour aller aux élections pour une victoire du Congrès pour la démocratie et le progrès. Un congrès du parti est convoqué début mars 2012 pour valider la stratégie de conquête des communes et de l'hémicycle. C'est une nouvelle direction qui devra conduire la campagne. Roch Marc Christian Kaboré n'est pas candidat à sa propre succession après 10 ans passés à la tête du CDP. Il est temps aussi que, globalement, nous donnons l'exemple également au niveau du CDP que nous sommes dans l'alternance au niveau de notre parti. Je crois que c'est un bel exemple pour d'autres partis. Mais en tout état de cause, l'objectif du Congrès aussi est placé sous l'angle du changement. De profonds changements sont attendus à la tête du méga-parti qui comptabilise plus de 85 députés à l'Assemblée nationale sur un effectif total de 111 députés. Pendant que le pays lui-même est engagé dans un processus de réforme qui devrait permettre un certain rééquilibrage des pouvoirs. Le Cap-Vert, dernière étape de la tournée africaine pour la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton après le Libéria. Le Togo et la Côte d'Ivoire, retour justement sur cette visite ivoirienne où le président Alassane Ouattara fait part de sa ferme volonté de construire un État de droit avec une justice impartiale et respectueux des droits humains. Doria Gloiriedo, Patricia Dreline.
Arrivée à Abidjan ce lundi, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a été reçue en audience hier. Il s'agit de la première visite du secrétaire d'État américain en Côte d'Ivoire depuis la fin du conflit post-électoral. Nous sollicitons bien entendu le soutien des États-Unis concernant notre demande auprès du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en vue d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, PPTE. Hillary Clinton a noté la rapidité avec laquelle le pays est passé de la violence aux élections législatives réussies de décembre 2011. Hillary Clinton a estimé qu'il fallait tout mettre en œuvre pour rétablir le dialogue entre les différentes forces politiques. Le président ivoirien Alassane Ouattara a fait part de sa ferme volonté de construire un État de droit avec une justice impartiale et respectueux des droits humains. J'ai indiqué à Madame le secrétaire d'État que nous avons mis en place une commission nationale d'enquête qui est en train de faire un travail important, aussi bien dans l'ouest du pays que dans la ville d'Abidjan, concernant tous les crimes commis pendant la crise post-électorale. Ouattara et Clinton ont aussi évoqué la réforme de la filière café-cacao, la Côte d'Ivoire étant le premier producteur mondial de cacao. La visite d'Hillary Clinton montre l'engagement des États-Unis pour le renforcement des institutions démocratiques en Côte d'Ivoire. Et en matière d'économie, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale réunis à N'Djamena au Tchad lors de cette 15e conférence, ils ont affirmé leur volonté de créer une zone de libre-échange afin de matérialiser l'intégration de la sous-région. Boris Agabit. La 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est tenue du 15 au 16 janvier dernier à N'Djamena au Tchad. Le Tchadien Nassour Nguele Douxia remplace le Congolais Louis-Sylvain Goma au secrétariat général de la communauté qui y a passé 12 ans. Fondamentalement, la conférence s'est prononcée sur l'imminence de l'intégration sous-régionale. Gilbert Ondongo, ministre congolais des Finances, au cours d'un échange avec les chevaliers de la plume et du micro, a fait le point de ses conclusions. L'urgence à faire, rapporte-t-il, consiste en la création d'une zone de libre-échange et de libre circulation des personnes et des biens. Il s'est trouvé que tous ces pairs autour de la table ont approuvé cette façon de voir. Et le débat s'est focalisé sur ces conditions d'intégration. Tous, ou presque, ont réaffirmé la nécessité de mettre en œuvre la libre circulation des personnes au sein de la CEAC. Les chefs d'État et de gouvernement se sont accordés sur le chronogramme à suivre afin d'aboutir à l'aune de 2017 à l'intégration du continent. Donc un processus bien équilibré qui s'inscrit dans le temps. De maintenant à 2012, intégration parfaite au niveau des communautés économiques régionales, prises séparément. 2013-2014, intégration de l'ensemble des communautés économiques régionales. Et 2017, intégration continentale. Ils se sont également penchés sur les questions de sécurité de la sous-région. Le budget de l'institution exercice 2012 a été évalué à plus de 52 milliards de francs CFA. Enfin, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a apporté son soutien à Jean Ping, candidat à sa propre succession à la présidence de la Commission de l'Union africaine. La diaspora béninoise rêve de développement pour son pays et du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas. Le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur vient ainsi de signer un accord de partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Maxime Benou. Le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur est l'instance internationale à travers laquelle les compatriotes de la diaspora veulent rendre visible leur situation, actions et projets en faveur de leur pays. La signature de cette convention s'inscrit dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant où les Béninois de l'extérieur n'auront pas forcément à attendre de leur pays. Comment nous pouvons bénéficier de vos réseaux? Comment nous pouvons bénéficier de vos potentiels, de vos relations, de votre leadership?
pour, n'est-ce pas, faire en sorte que, en termes de formation, en termes d'insertion, en termes d'investissement, en termes d'échanges commerciaux, en termes de visite, la Chambre et les entreprises qui la composent, les patrons puissent apporter leur contribution, mais également recevoir également de vous toute votre expérience. Ils sont près de 4 millions de Béninois à vivre et à travailler à l'extérieur sur tous les continents. À travers ce partenariat, le président de cette institution nourrit un rêve. Nous nous sommes dit, si nous sommes 4 millions et que seulement 2 millions acceptent de contribuer, de cotiser même 1000 francs par mois, vous imaginez, 2 millions fois 1000 francs, ça fait 2 milliards. Et si nous faisons ça sur une année, 12 mois, ça fait 24 milliards. Et je veux rêver, si en décembre, Monsieur le Président du comité transitoire, je venais vous dire, vos compatriotes de la diaspora ont déjà mobilisé 24 milliards de francs CFA dans un compte bloqué, qu'est-ce qu'il faut en faire? Organisation de solidarité internationale reconnue d'utilité publique, le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur vient ainsi de projeter un nouvel essor commercial et culturel du Bénin dont il se charge d'en donner une image rayonnante à travers le monde. 173 milliards de francs CFA pour redémarrer la centrale à gaz de Kribi au Cameroun. Initialement prévu en 2012, le chantier sera finalement livré au premier trimestre 2013. Une relance basée sur l'emprunt. Conséquence, les consommateurs craignent la hausse du prix de l'électricité. Tounia Jordan, Lalassi. Les travaux de construction de la centrale à gaz de Kribi au Cameroun, commencés en mars 2010, sont à l'arrêt depuis quelques mois. La Société nationale d'électricité AES-SONEL et l'État du Cameroun, deuxième actionnaire, y ont déjà investi 43 milliards de francs CFA sur les 173 milliards nécessaires. Pour relancer les travaux, l'AES-SONEL vient d'emprunter 130 milliards de francs CFA auprès des banques nationales et d'institutions financières internationales. Il n'y a aucune incertitude qui pèse désormais sur le calendrier d'exécution de ce projet. Donc, la centrale sera bel et bien mise en service au début de l'année 2013. Le défi de l'électricité, dirais-je, est primordial et très important au Cameroun comme en Afrique au sud du Sahara. Donc c'est pour cela que IFC, la Société financière internationale, avec ses collègues, ses confrères, a pris l'initiative d'appuyer le projet Kribi de génération d'électricité parce que ça a un impact direct et important sur le développement du Cameroun. La centrale à gaz qui devra être mise en service en 2013 est censée produire 216 MW d'électricité. Cependant, le niveau de la dette contractée pour redémarrer les travaux inquiète les associations de consommateurs. Ces derniers craignent un renchérissement du prix de l'électricité. L'argent qui est donné à SONEL doit être remboursé avec des intérêts. Et ces intérêts-là, il ne les creuserait pas dans un fonds, il les trouvera dans les portefeuilles des consommateurs. C'est pour cela que nous nous inquiétons. AES-SONEL rassure qu'elle n'augmentera pas les coûts de l'électricité. Elle s'appuie sur les facilités que leur ont accordées les prêteurs, à savoir rembourser cette dette sur 14 ans. Plusieurs fois, AES-SONEL a voulu augmenter les coûts de l'électricité, mais elle s'est heurtée au refus de l'État de valider ces augmentations. Et pour finir, focus sur les Aigles de Carthage en route vers la CAN 2012. L'équipe nationale de Tunisie s'envole ainsi samedi pour le Gabon. En attendant, l'équipe intensifie sa préparation. Alissa Yadi, Mouez Tamri, Ahmed Parizeau. C'est sous une pluie battante que les joueurs de l'équipe nationale de Tunisie entament la dernière ligne droite de leur préparation avant de s'envoler samedi pour le Gabon. Les Aigles de Carthage rentrent de Dubaï où ils ont effectué un stage intensif. On est satisfait de cette préparation avant la CAN, contrairement peut-être à d'autres échéances qu'on ne les a pas bien préparées. Là, on a fait une belle préparation. Je pense qu'on a un groupe qui est très homogène, très solidaire. Il y a un bon mental, un bon état d'esprit. Et j'espère qu'on va le concrétiser sur terrain et pendant les matchs aussi. La Tunisie, qui a connu une période de trouble cette année, compte s'appuyer sur la Coupe d'Afrique des Nations de football pour rendre hommage à son peuple.
Pour les joueurs tunisiens, cette révolution est une source de motivation supplémentaire. On a remporté le CHAN, championnat d'Afrique des Nations, pendant la Révolution. Maintenant, il y a la Coupe d'Afrique des Nations de football et j'espère que la Révolution nous donnera encore de la motivation. J'espère que l'on fera un bon parcours et pourquoi pas rentrer avec la Coupe d'Afrique. Je pense que rien n'est impossible. Le lundi 23 janvier, l'équipe de Tunisie affronte le Maroc, un derby fratricide très attendu par les Tunisiens. En Tunisie, tout le monde parle de ce match. Si nous gagnons ce match, ce sera la porte ouverte au second tour. Normalement, tout ira bien. Nous connaissons l'équipe du Maroc et eux nous connaissent aussi. Ils ont beaucoup de joueurs qui évoluent en Europe et une grande culture du football en Afrique. Nous essaierons de ne pas perdre. La Coupe d'Afrique des Nations se déroule du 21 janvier au 12 février au Gabon et en Guinée équatoriale. Après la CAN 2004, les Aigles de Carthage espèrent obtenir un deuxième titre et faire honneur au printemps arabe. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mais avant, un dernier rappel des titres. La négociation avec le gouvernement malien, les combattants du MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, n'y croient plus et viennent une nouvelle fois d'attaquer l'armée, leur revendication, l'indépendance du Nord Mali. Favoriser la libre circulation des biens et des personnes, voici ce qui ressort du 15e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui s'est tenu à N'Djamena au Tchad. Au cours de ce sommet, le président Déby a été reconduit à la tête de la CEAC. Encourager le développement au Bénin, voici le rêve caché des 4 millions de Béninois issus de la diaspora décidés à investir financièrement pour la bonne cause. Ils viennent de signer un partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. Voilà, fin de ce journal dans quelques instants. La suite de vos programmes, restez donc avec nous sur Télé Sud. Demain, retrouvez Patricia Dreline pour une nouvelle édition. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau journal. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée.